Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Diagonale. Le 1er mai dernier, le président de la Commission électorale nationale autonome, Emmanuel Tiando, a lancé la campagne électorale pour le compte des élections municipales et communales du 17 mai prochain. Depuis, les partis politiques sont déjà sur le terrain, sinon dans les médias pour une campagne médiatique électorale unique et spéciale. Et c'est justement pour évaluer l'évolution du processus électoral et scruter également les enjeux de ce scrutin qui s'annonce que nous avons en plateau la coordonnatrice de WANEP Bénin. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je rappelle que WANEP, c'est le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix. Maryse Aranz-Oglele, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. J'anime cette émission avec Joël Tchobé. Bonjour, madame la coordonnatrice. Bonjour, monsieur Joël. Alors, nous sommes au mois de mai et la campagne a été officiellement lancée depuis quelques jours par la Sénat dans un contexte tout particulier avec le coronavirus où la campagne sera exclusivement médiatique. Quel regard portez-vous sur ce type de campagne? Déjà, il faut dire que c'est le contexte qui l'oblige. Vous l'avez rappelé, le contexte du coronavirus. Et c'est déjà assez courageux d'aller aux élections dans ce contexte-là. Et donc, les dispositions sont prises pour adapter la situation à ce contexte qui malheureusement touche tous les pays du monde entier, dont le nôtre. Et donc, même si il s'agit d'un type de campagne qui forcément va empêcher pour une certaine mesure l'électeur d'être vraiment en contact avec le candidat et de disposer vraiment de tous les éléments de son choix, de tous les éléments pertinents, objectifs pour faire son choix, puisque ça va être médiatique. Et donc, on se demande, est-ce que tous les citoyens ont réellement accès aux médias? Est-ce que tous les citoyens ont réellement accès à la télé? Est-ce que tous les citoyens ont réellement accès à la radio? Est-ce qu'ils auront accès à la radio au moment où le parti de leur choix passera, etc., etc. Donc, il y a des contingences, il y a des contraintes dans la chose, mais une fois encore, je pense que c'est le contexte qui l'oblige. Et il y aura aussi à voir et à s'assurer que effectivement tous les candidats ou tous les partis politiques en lice respectent cette mesure-là de campagne médiatique et qu'il n'y ait pas de porte-à-porte. Parce que l'idée de la campagne médiatique, c'est de limiter autant que faire se peut les interactions, limiter autant que faire se peut les contacts, et donc dans les mesures de prévention du coronavirus. Et donc, il y a matière à observer. Est-ce que vous pensez qu'il faut limiter totalement les contacts ou alors interdire, comme le gouvernement l'a déjà fait, les rassemblements de plus de 50 voire 100 personnes, mais que les candidats peuvent toujours continuer à échanger avec les électeurs, leurs administrés ou les électeurs? Oui, de toutes les mesures, le risque est là. Le risque est là. Donc, limiter, d'accord. Interdire complètement, c'est vrai qu'on ne le peut pas, Et si on prend, quand on maintient la décision d'aller aux élections, si nous devons aller aux élections, il y a un minimum qui va être fait. Donc, je pense que quand je parle de respect des normes, c'est déjà même de voir si le nombre qui est autorisé sera respecté. Parce que l'humain est l'humain et nous avons nos habitudes. Et nous savons aussi comment le peuple, dans la mentalité collective, il y a le fait aussi que certains ne croient pas encore totalement en cette maladie-là. C'est vrai que le fait que nous n'ayons pas autant de cas que certains pays ou des cas aussi dramatiques que certains pays constitue plus ou moins une barrière. Mais donc, c'est des facteurs à prendre en compte. Et c'est pour ça que je dis que c'est une période intéressante, c'est un contexte intéressant. Il y a, comme d'habitude, matière à observer comment cela va se passer. Alors, madame la coordonnatrice, nous sommes pratiquement en train de célébrer un triste événement. Il y a un an de cela, on avait donc des législatives au Bénin marquées par beaucoup d'actes sur lesquels il n'est plus opportun donc de revenir ici. Est-ce que quand vous faites une analyse comparée entre l'ambiance qui a prévalu dans la période électorale de l'année dernière et cette période électorale que nous vivons, est-ce que vous faites une similitude ou bien vous avez l'impression que la paix ou bien quelque chose a évolué?
vous dites qu'il n'est plus nécessaire de revenir sur ces incidents-là, c'est vrai, mais vous l'avez rappelé à juste titre, c'est une date vraiment mémorable dans l'histoire électorale du Bénin et on ne peut pas passer sans avoir une pensée pour les personnes qui sont décédées dans ce processus-là. Donc, nous continuons de les porter dans nos pensées. Et est-ce que ça va être la même chose? Déjà, il faut dire que c'est deux élections différentes. C'est deux élections aux enjeux différents. Les législatives, nous savons ce que ça a comme enjeu. Donc, se retrouver au cœur du pouvoir législatif, c'est un enjeu très, très intéressant. Les communales ont moins d'enjeux. Et donc, on peut justifier déjà qu'il y ait moins de tensions par rapport aux législatives, même si avec le nouveau code, les communales ne sont pas sans enjeu complètement non plus, puisque les maires qui seront élus de ces élections-là seront les parrains des candidats à la prochaine présidentielle. Donc, c'est un enjeu aussi pas moindre. Cependant, on peut constater que la tension, en tout cas le niveau de tension est déjà plus bas que ça l'était quand on allait aux élections législatives. Et ça peut tenir aussi de la qualité des partis politiques qui sont actuellement en jeu ou en lice. Vous rappelez, en 2019, il y avait toute la bataille pour le certificat de conformité, toute la bataille pour la reconnaissance juridique des partis politiques. Oui. Aujourd'hui, nous en sommes encore là pour quelques partis, mais qui eux-mêmes déjà se sont pratiquement désistés, disent nous n'allons pas au communal pour d'autres raisons. Donc, il y a tout cela qui fait que quand même la tension pour le moment est moindre qu'aux législatives. Cependant, ça n'exclut pas totalement qu'il n'y ait rien parce que la loi des 10% est revenue cette fois-ci au niveau des communales. Dans le code de 2018, l'obligation d'avoir 10% avant de participer à l'attribution des sièges, c'était seulement au niveau des élections législatives. Dans le code de 2019, au niveau des communales, maintenant, il faut aussi que vous imaginez, il faut aussi que les partis politiques aient 10%. Cette question a été pratiquement vidée par la plupart des partis politiques qui estiment d'ailleurs que c'est un challenge et qu'ils pourraient recueillir les 10%. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous encore, la question des 10% pose problème? Bien sûr. Si les partis politiques sont à l'aise avec ça, on dit, il n'y a pas de souci. Nous attendons de voir. Et c'est le 17 mai, le soir du 17 mai et jour suivant qui vont... Madame Maryse, que craignez-vous exactement? Est-ce des tensions à l'intérieur des circonscriptions, puisque nous sommes au niveau des arrondissements aujourd'hui, où on sait quand même que des partis peuvent faire des scores honorables à l'intérieur des arrondissements, mais ne peuvent pas siéger. Est-ce que vous craignez des tensions à l'intérieur des communautés à la base? Nous craignons, bien sûr, parce que, comme vous l'avez dit, c'est une élection, n'oublions pas que c'est une élection de proximité. Nous parlons de gouvernements locaux, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont, des hommes et des femmes qui vont administrer leur commune. Donc, imaginez que, les électeurs aient voté pour un parti politique, mais au final, ce n'est pas ces conseillers communaux-là qui seront... La faute incomberait à qui, selon vous? Les électeurs qui n'ont pas été assez informés par rapport au code électoral ou les acteurs politiques qui ont accepté de participer à ce scrutin, maîtrisant bien ces articles et ces dispositions du code électoral? C'est déjà peut-être au niveau de la disposition même qui pose problème. Je ne sais pas si ce genre d'obligation fixée aux partis politiques va même avec l'idée de la gouvernance locale qui doit prévaloir pour les élections communales. Donc, si c'est des élections de proximité, on doit pouvoir laisser le choix, on doit pouvoir faire valoriser le suffrage des administrés, des électeurs que ces mandats-là ou ces élus vont finalement administrer. Justement, vous avez rappelé le contexte particulier de cette élection. Ça pose d'ailleurs la problématique de l'électeur. Est-ce que véritablement l'électeur joue un grand rôle quand on parle d'élection? Parce que, vous l'avez dit, il n'y aura pas de contact pendant cette campagne électorale pratiquement entre les électeurs et les candidats. Est-ce que l'électeur joue véritablement un rôle? Si l'électeur ne joue pas de rôle dans l'élection, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ferait des élections.
l'élection est basée même sur le rôle des électeurs, puisque c'est le choix de l'électeur. La question, c'est qu'au prime abord, oui, il y a les électeurs qui vont dans l'isoloir, qui vont mettre leur bulletin dans l'urne, mais aujourd'hui, ils ne savent même pas encore pour qui ils vont voter. Vous l'avez rappelé tout à l'heure au début de l'émission, vous ne savez pas si les électeurs, aussi ceux qui iront voter le 17 mai prochain, vont écouter les programmes, les propositions des candidats dans les médias. Donc, ils ne pourront pas être au contact des populations, des candidats, ils ne sauront même pas pour qui ils votent peut-être. Et ça, c'est toute la question de comment se passe l'élection chez nous. C'est toute la question de vraiment ça. Comment est-ce que nous valorisons le suffrage des électeurs? Comment est-ce que les candidats même vont en contact des électeurs? Comment est-ce qu'ils se font connaître des électeurs? Comment est-ce que les candidats sont à même de proposer des projets de société, des ambitions pour leur localité, comment je vais dire, aux électeurs? Ça pose même le problème de la qualité simplement de nos élections. Et je pense qu'au Bénin, c'est vrai que nous avons une réputation fortement ancrée de régularité de nos élections, d'organisation à très bonne date. Nous sommes même, je pense que si nous allons aux élections malgré la situation de Covid et malgré tout ce qu'il y a par ailleurs, c'est parce que nos autorités tiennent à organiser les élections à bonne date. Donc, nous avons cette réputation-là ancrée que nous organisons nos élections à bonne date. Mais je pense que de plus en plus, pour notre propre, comment je vais dire, évolution démocratique, le Bénin est arrivé à un moment où il faut interroger la qualité de nos élections. Parce que de plus en plus, nous voyons les taux de participation qui commencent à faiblir. On peut trouver d'autres raisons à ça, mais je pense qu'il faut commencer à interroger véritablement la qualité de nos élections. Comment est-ce que nous donnons la possibilité à l'électeur? Quel rôle nous donnons à l'électeur dans nos élections et quelle est la valeur que nous accordons véritablement au suffrage et à l'expression de l'électeur? Ce que vous dites là est intéressant parce que pour ces élections, si vous l'avez rappelé, le contexte sera particulier par rapport à la maladie, à coronavirus Covid-19. C'est vrai que le taux de participation pourrait être faible. Est-ce que ça va peser sur les résultats après, selon vous? Nous avons eu l'expérience dans ce pays ici, en 2019, que le taux de participation n'est pas comme, je dirais, un critère de validation des élections. Et donc, quel que soit le taux de participation. Donc vous ne voyez pas son importance. Ce n'est pas que je ne vois pas son importance. Aucune disposition légale non plus ne le dit. Je suis d'accord. Donc, mais on est en contexte d'élection ici. Il y a la légalité, mais il y a aussi la légitimité. La légitimité de ceux qui ressortent, ceux qui sont issus de ces élections-là. Donc, c'est deux choses qu'il faut mettre dans la balance. Et donc, si le taux de participation, je ne dis pas qu'il n'est pas important. En temps normal, en temps normal, ça dit, c'est normal que le taux de participation soit important pour évaluer une élection ou pour faire valider une élection. Mais comme je le dis, nous avons constaté que dans ce pays, on nous a dit que c'était pas important. Et ça a même fait partie d'une des recommandations fortes que la plateforme des élections, la plateforme électorale des OSC du Bénin a faite à l'issue des législatives passées. Parce que justement, ce n'est que le taux qui a posé tout ce problème-là de légalité, de légitimité que nous avons, de dire que il faut que les acteurs qui doivent prendre la décision se réunissent et de manière consensuelle décident d'un taux en deçà duquel il serait objectivement impossible de valider une élection compte tenu de la légitimité que doivent avoir. Alors, nous sommes toujours donc dans la période électorale, en pleine campagne. Donc, alors, est-ce qu'aujourd'hui, que pensez-vous des éléments de langage que ces candidats-là, via médias interposés, quels sont les éléments de langage que ces candidats-là sont amenés aujourd'hui à tenir vis-à-vis des populations, tout au moins pour la qualité du processus électoral? Les éléments de langage que nous attendons des candidats devraient être, disons, leurs ambitions pour leur localité, leurs différentes communes, les différents arrondissements qu'ils auront à gérer ou à administrer. Donc, les éléments de langage que nous attendons, c'est des éléments qui rassurent, c'est des éléments qui convainquent, en fait, l'électeur de porter son choix sur tel ou tel autre parti. Ça devrait être ça. Et vous avez l'impression, déjà, on vient donc de franchir la période pré-campagne, nous sommes en campagne. Est-ce que vous avez quand même perçu des bribes
ces genres d'éléments déjà dans les actions, les discours? Pas forcément. Pour ma part, j'avoue que de façon individuelle, je n'ai pas encore prêté vraiment attention aux différents discours qui ont cours, que nos hommes politiques tiennent. Donc, mais c'est maintenant que la campagne a réellement démarré et il y a lieu vraiment de voir et de scruter ce que chacun va dire. Tout ce à quoi nous appelons, nous, organisations de la société civile, c'est que vraiment qu'il n'y ait pas de discours de personnes, qu'il n'y ait pas de discours haineux ou voilà tendancieux, mais que les discours portent réellement sur l'ambition que chaque parti politique a pour sa localité. Alors, vous parlez de discours haineux. Nous avons quand même entendu cette dernière semaine, voilà, une montée des propos qualifiés de propos xénophobes et régionalistes. Dans la foulée, la justice s'est emparée donc de ces dossiers-là. Aujourd'hui, les auteurs vont répondre devant les juridictions compétentes. Qu'est-ce que vous en dites, vous, qui militez pour l'instauration et la restauration de la paix dans notre pays, le Bénin? Je pense que c'est dommage. C'est dommage qu'on en soit encore là. C'est dommage que des hommes qui ont une certaine visibilité et qui ont un certain rôle dans la société en soient encore à tenir de ces genres de propos qui dénigrent ou qui discriminent une ethnie par rapport à une autre ou comment je vais dire, des gens d'une certaine localité par rapport à une autre. C'est vraiment dommage. Ça ne peut être que déploré. Et si la justice s'est saisie vraiment de cette affaire, ce n'est que bonne chose à encourager, à féliciter, et pour que ça serve vraiment d'exemple et que tous puissent comprendre que vraiment du nord au sud, du centre, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, les Béninois, le Bénin, nous sommes quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, on peut y avoir des divergences d'opinion. On ne peut pas se réfugier derrière des motifs, des alibis politiques pour quand même pour tenir cette genre de propos? Pas du tout. C'est-à-dire, s'il y a même plus à déplorer et plus à combattre, c'est que ces genres de propos se tiennent dans l'arène politique, parce que ça exacerbe. Déjà, quand on est dans le milieu politique, il y a comme une part de pouvoir, des choses, des intérêts à faire valoir. Donc, si on commence par manipuler et en plus ces genres de différences ethniques, religieuses, etc., très vite, ça peut donner comment justement le WANEP se positionne par rapport à toutes ces déviances, à tous ces comportements, à toutes ces observations? Est-ce que vous intervenez? Est-ce que vous êtes impliqué? Est-ce qu'au niveau des acteurs politiques, est-ce qu'il y a des échanges entre vous? Ça dépend. Ce n'est pas quand on entend le premier propos que tout de suite on va à l'assaut ou on va à l'action. Disons qu'on se donne un temps d'observation, de voir comment les choses ont évolué. Vous avez vu tout de suite quand il y a eu un précédent avec monsieur Yaya, Aboubakar Yaya. Disons que il y a eu d'autres mécanismes qui sont entrés en jeu pour dénoncer la chose, pour offusquer la chose, et puis lui-même il a présenté des excuses, etc., etc. Donc, on se donne un temps d'observation, un temps de collecte pour voir à quelle fréquence est-ce que ça devient récurrent. Pour vous, ce n'est pas encore alarmant? Non, je ne dirais pas que ce n'est pas encore alarmant, parce que même une fois que ça se pose, une fois que le problème se pose, c'est qu'il y a problème. Mais il y a des mécanismes, je dirais, d'autorégulation qui fonctionnent. C'est-à-dire que tant que les mécanismes fonctionnent et tant que il y a d'autres possibilités, d'autres dispositifs qui rattrapent la chose, qui dénoncent la chose. Disons que WANEP aurait pu réagir si en temps des acteurs politiques eux-mêmes n'avaient pas fustigé le fait, et quand d'autres pressions n'avaient pas été agitées pour faire reculer M. Yaya, par exemple. Tout à fait. On aurait pu dire ça. Parce que en ce moment, je me rappelle très bien, on préparait même pour pas WANEP spécialement, même pour au titre de la plateforme,
on était en train de préparer une déclaration. Mais comme je dis, il y a eu Très bien. Les propos de Charles, le maire de Parakou, et le monsieur lui-même, il s'était excusé, etc. Donc, on va progresser maintenant dans cette émission. Nous avons déjà passé l'heure, nous avons déjà passé la moitié du temps qui nous est imparti. Nous allons parler maintenant plus sérieusement du processus électoral, de l'implication des différentes institutions. On va commencer par votre réseau. Est-ce que vous êtes déjà impliqué dans l'organisation de cette élection-ci? Si oui, à quel niveau? Déjà, il faut dire que la société civile ou la plateforme électorale des OSC du Bénin ou l'OANEP n'est pas impliquée comme en tant qu'acteur d'organisation des élections. Nous sommes, voilà, c'est la Sénat, mais nous sommes un partenaire disons, alternatif d'observation de comment le processus se passe, comment le processus évolue pour voir quels sont les couacs qu'il y a, où est-ce qu'on peut aider à décoincer et quoi, etc. Donc, comme ça, la plateforme est engagée, comme d'habitude, pour sa contribution citoyenne. Et je dois dire que la situation liée au Covid a bouleversé pas mal de nos pratiques, de nos prévisions également. Si bien que nous n'avons pas pu, par exemple, aller sur le terrain pour les activités de sensibilisation et d'éducation citoyenne que nous faisons d'habitude. Nous avons réorienté pas mal de choses, notamment, enfin, pas la sensibilisation, donc pas l'élaboration de guides, etc. Je ne vous arrête pas. Vous n'êtes pas allé sur le terrain. Pourquoi? Est-ce que c'est par manque de moyens ou parce que vous n'avez pas anticipé sur la crise actuelle? Pourquoi? Parce qu'en principe, même si c'est pour aller rencontrer une cinquantaine d'acteurs en respectant les mesures barrières, distanciation, les rencontres étaient possibles. Non, pas il faut comprendre que les mesures ont été prises dans le temps, c'est-à-dire c'était de façon progressive. À un certain moment, il y avait complètement de refus d'interaction. Et même si un certain nombre est permis, c'est-à-dire que tout dépend aussi de la responsabilité de chacun, de comment chacun perçoit la chose. Si vous n'êtes pas sûr, en rassemblant 50 personnes, de les rassembler dans les conditions qu'il faut, où la distanciation doit être respectée, où tous les autres gestes barrières doivent accompagner, parce que ce n'est pas seulement réduire le nombre qui est le problème, il faut que tous les autres gestes barrières accompagnent. Il vaut mieux vraiment limiter l'interaction. Donc, on a été dans cette dynamique-là et on a réorienté la plupart de nos actions. Donc, tout ce qui est sensibilisation, nous le ferons. Nous sommes en train de nous préparer à le faire. C'est vrai qu'on va plus démarrer à partir de la semaine prochaine, donc par la voie des ondes, par des audios qui seront dans différentes langues à l'endroit des populations, alors, etc. Vous dites que vous avez eu des difficultés dans un contexte de crise de la pandémie du coronavirus. Alors, ça veut dire que le monitoring des élections, ça serait quasiment une donnée absente. Non, pas du tout. La plateforme sera sur le terrain, par la grâce de Dieu. La plateforme sera sur le terrain le 17 pour l'observation des élections. Nous sommes en train de former nos observateurs. Nous sommes là actuellement en cours de formation des formateurs. Et ça aussi, c'est une formation que nous faisons en ligne à travers des mécanismes de formation numérique pour éviter l'interaction. Donc, la plateforme sera sur le terrain et va déployer 16 observateurs le 17 mai. Près de 360 observateurs seront sur toute l'étendue du territoire national. Sur toute l'étendue du territoire national. Du nord au sud. Du nord au sud, oui. Et il y a sans violer le cordon sanitaire, si le cordon était encore en place jusque-là, parce que nous déployons des observateurs locaux. Ce n'est pas que nous choisissons les gens de Cotonou et les envoyons, non. L'observateur de Tangueta, c'est un local de Tangueta, donc il n'a pas à se déplacer. Donc, et la salle de situation électorale avec ces 3 chambres sera aussi installée. Nous prendrons toutes les dispositions qu'il faut pour pour respecter les mesures sanitaires qui sont préconisées. Alors là, vous parlez du jour du scrutin, mais nous allons d'abord faire un retour en arrière. Aujourd'hui, quel est selon vous, en tout cas, je sais qu'OANEP Bénin, c'est une organisation vue au sein de la plateforme électorale des OSC du Bénin, quelle est selon vous la qualité du processus électoral aujourd'hui? Est-ce qu'il y a la transparence? Est-ce qu'il y a l'équité? Avec les institutions qui sont impliquées, la Sénat, la Cour suprême et tout ce qui va avec.
La Sénat, je vais dire que nos institutions font ce qu'elles peuvent. Et nos institutions, au fil des ans, je pense que s'améliorent parce qu'elles capitalisent un certain nombre d'expériences. Et le plus heureux, je pense que c'est pour la Sénat, qui depuis un certain nombre d'années maintenant n'est plus du tout ad hoc et donc a eu le temps d'organiser un certain nombre d'élections, d'accumuler des expériences et d'améliorer. Il y a des choses qui s'améliorent, il faut le reconnaître. De plus en plus, c'est vrai qu'il y a certains postes qui démarrent en retard, mais il y en a de moins en moins. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'améliorent. Et les défis n'étant pas les mêmes aussi, je pense qu'au sein de l'institution, il y a des réflexions permanentes pour s'adapter à ces défis-là et pour relever ces défis-là. La Cour suprême n'est pas non plus à sa première élection locale et on peut dire aussi que à son niveau, les choses, il y a une certaine capitalisation d'expérience et que les choses s'améliorent. Même si parfois les lois, telles qu'elles sont prises ou de petites incohérences dans les lois ne rendent pas forcément la tâche facile aux différentes institutions. Donc, pour ma part, je pense que les institutions, elles font... Même s'il y a ce filtrage entre griffes des partis politiques à la Sénat, au départ 9, à l'arrivée 5 sont déjà sur la liste donc de départ. On parle encore une fois d'exclusion déguisée, même si ce n'est pas le truchement de la loi. Bon, si c'est pas le truchement de la loi, vous comprenez que ce n'est pas l'institution qu'il faut regarder. Et les critiques les plus acerbes également sont portées contre la Sénat. C'est ce que je dis. Si c'est l'exclusion, est-ce qu'on doit parler de la loi quand on sait par exemple que ces partis politiques dont Joël est en train de parler n'ont pas pu réunir le nombre de dossiers ou avaient des dossiers qui étaient mal ficelés et pas donc recevables? Est-ce qu'il faut parler de la loi ou de cette disposition qui n'ont pas été prises au niveau des partis politiques? Bon, il faut peut-être parler des deux parce que comme vous dites, c'est la loi qui fixe les mesures qu'il faut prendre. Puisque sur 9, il y en a quand même qui ont pu respecter tout cela. Ça veut dire que si vous êtes un parti politique et vous êtes normalement constitué, vous avez des démembrements un peu partout, dans tous les arrondissements, vous êtes à même de fournir les dossiers. Si des partis politiques ont fourni des dossiers et que d'autres n'ont pas pu, ça veut dire qu'il y a des mauvais élèves et qu'il y en a quand même de bons. Je pense c'est possible, c'est vrai, c'est une analyse et ça elle vaut ce qu'elle vaut. Mais il faut pas oublier aussi que, comment je vais dire, les partis ont été astreints à des obligations plus contraignantes. Avant, les partis politiques ne devaient pas présenter des candidats dans tous les arrondissements. Vous imaginez, aujourd'hui, on a 546 arrondissements et c'est que ça devrait présenter des listes de candidats dans tous ces arrondissements-là. Est-ce que cette mesure-là n'est pas encouragée puisque nous parlons d'élection de proximité et il faut que les candidats soient quand même un peu répartis dans tous les arrondissements? C'est-à-dire que pour des élections de proximité, à mon sens, le fait même d'exiger que les candidats soient uniquement dans des partis politiques pose déjà problème à mon niveau. Mais quand même, on a parlé de réforme du système partisan. Je suis d'accord. Donc, si on est dans ce cadre, on avait déjà déploré un certain nombre de choses. Même si c'est la réforme du système partisan, il peut y avoir des indépendants, vous voulez dire? Oui, absolument. Surtout à certains niveaux d'élection. Au niveau des communales, par exemple, nous savons que le fait d'avoir supprimé les candidatures indépendantes a complètement nuit aux femmes, par exemple. Vous voyez, aujourd'hui... Mais la plupart des partis politiques aujourd'hui offrent un tapis rouge, un boulevard aux 9%. Vous avez vu les chiffres? Pour ces communales-ci, on a 9% de femmes sur le nombre total de candidats qu'il y a, malgré toutes les promesses, malgré tous les bons discours des partis politiques qui sont gens sensibles. On a révisé la Constitution pour favoriser les femmes, etc., etc. 9% de femmes sur combien de candidats? Est-ce que ce n'est pas là un problème d'affirmation des femmes elles-mêmes? Oh, je vous en prie, pas du tout. On va pas recommencer ce débat-là. C'est pas un problème d'affirmation au niveau des femmes. Les femmes, il y en a qui sont dans des partis politiques, il y en a qui militent dans les partis politiques. Je sais que WANEP, avec un projet de CAFEM, a outillé beaucoup de femmes pour les préparer. WANEP Rifonga, nous sommes en construction. Pour préparer quand même ces femmes-là à la chose politique, au poste sélectif. Eh oui. Au sud, c'est WANEP Rifonga. Au nord, nous étions, il y a le consortium Bani qui a fait le même travail. Donc, pour vous dire que
des compétences féminines, il y en a. C'est pas un problème de compétences. Des femmes qui en veulent et tout ça, il y en a. Mais malheureusement, c'est pas elles qui ont le pouvoir de se positionner. Ouais, on a fait le débat une fois. Il y a se positionner dans le parti politique, mais il y a se positionner sur la liste électorale. Et quand il s'agit de positionner les gens sur la liste électorale, généralement, les femmes ne sont plus là parce que c'est pas elles qui sont responsables des partis politiques. Donc, il faut que, s'il y a un discours, il faut que le discours soit constant. Il faut que le discours de, OK, nous avons fait ci pour les femmes, nous voulons qu'il y ait beaucoup de femmes. Il faut que ça se traduise enfin par les actes. Parce que 9% de femmes au niveau communal. C'est-à-dire qu'à ce risque-là, on aura peut-être à peine 5% qui seraient élus. Parce que quand on parle de 9%, il faut aller encore voir dans les positions. Madame ça... Maryse Glélé Aranzo, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je vais vous permettre de conclure. Laissez également Joël vous poser une dernière question. Quand vous parliez tantôt des institutions qui étaient impliquées dans l'organisation de ces élections, la Sénat et la Cour suprême, vous êtes plus appesantis sur les perspectives. Est-ce que aujourd'hui vous avez noté des dysfonctionnements au niveau de ces institutions? Quelles ont été vos observations précises et à quoi est-ce que vous vous attendez pour la suite de ce processus? Des dysfonctionnements pour le moment au niveau de la Sénat et de la Cour suprême, pas vraiment. On peut dire que c'est un sans faute pour le moment. Pour le moment. Mais comme je dis, le réel défi, c'est aussi le défi du jour du scrutin. En tout cas, pour ce qui concerne la Sénat. Et le réel défi après, c'est aussi le défi de la gestion du contentieux. On sait que, par exemple, les dernières législations communales, les dernières élections, les dernières élections communales, il y a des contentieux qui sont encore en cours, qui n'ont pas encore été totalement vidés, etc. Donc, c'est vraiment un réel défi pour la Cour suprême, la gestion du contentieux après la proclamation des résultats. Et en ce qui concerne la Sénat, c'est vraiment un réel défi, l'organisation, la tenue vraiment, surtout dans ce contexte de Covid. Vous imaginez combien de postes de vote il y a, comment se fera les dispositifs de lavage de mains ou de disposition de gel hydroalcoolique, comment ça se fera la distanciation, etc. C'est vraiment un challenge. Vous n'êtes pas rassuré par rapport au nombre de masques que le Bénin a reçus récemment? Il y a assez de masques aujourd'hui. Plus de 30 millions de masques. Voilà. Il y a également que la Sénat et la RAC ont rassuré que les gels seront disponibles dans la plupart des bureaux de vote et que les électeurs auront des masques avant d'entrer dans les bureaux de vote. Tout ça, c'est pas suffisant. C'est vrai que nous n'avons plus assez de temps pour parler des dispositions qui ont été prises, mais ça ne vous rassure pas? On va observer le 17 mai. Alors, vous allez avoir donc le privilège à présent de conclure cet entretien. Je voudrais vous remercier pour l'invitation et dire que on va aux élections le 17 mai. Nos autorités ont maintenu leur décision. C'est vraiment d'appeler les uns et les autres au respect vraiment des gestes barrières, à se protéger et à protéger les autres parce que tout peut arriver. Le risque n'est pas complètement zéro et le risque c'est pas le 17 mai qu'on va évaluer vraiment le risque, mais c'est 14 jours au moins après le 17 mai qu'on va voir comment se situent les nouveaux cas qu'on aurait par rapport à cette maladie-là. On comprend que vous n'êtes pas rassuré. Bon, on ne peut pas être totalement rassuré, comme je l'ai dit, parce que le risque, il n'est pas zéro. Et l'expérience dans la sous-région avec les autres pays, la Guinée, par exemple, et le Mali, qui ont eu des élections dans ces conditions, quand on observe un peu comment ça s'est passé après, il y a à craindre. Mais quand même, je dis que c'est pas pour ça qu'on va. C'est vrai qu'on aurait pu poser directement la question, mais c'est parce qu'on a senti dans votre développement que vous étiez déjà engagé dans le processus, que vous étiez déjà également impliqué, qu'on ne l'a pas posé. Mais vous pensez qu'on aurait pu reporter les élections? Ça, ce n'est pas une décision que, en tant qu'organisation de la société civile, ce n'est pas une décision de notre ressort. Nous avons constaté qu'elles ont été maintenues. Est-ce que c'était un choix pertinent ou impertinent? Ça aussi, comme je l'ai dit, les arguments ont été développés. Il fallait tenir les élections à bonne date, etc. Que toutes les mesures étaient prises et tout. Donc, ça, c'est pas que ça ne nous rassure pas, mais nous disons que
les mesures sont prises, mais la mise en œuvre des mesures, c'est autre chose, et que les individus également sont concernés dans la pleine mise en œuvre de... Donc, chacun n'a qu'à se dire, je me protège, et en me protégeant, je protège les autres. Et on espérera s'en sortir avec moins de mal. Merci à vous, Maryse Gleller-Hanzo, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la coordonnatrice de WANEP Bénin, le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix. Avec vous, nous avons parlé du processus électoral, du Covid-19, ainsi que des dispositions pratiques prises à l'intérieur de la plateforme électorale des Ouest du Bénin pour le monitoring, mais aussi pour la supervision des élections. Merci à toi également, Jean-Hugues. Merci. Et c'est la fin de cette émission. À bientôt.